La nuit tombait. Sur une petite route en rase campagne, un coche tiré par 2 chevaux roulait péniblement. L'obscurité, de plus en plus pesante, rendait le trajet aléatoire. Des grosses gouttes commençaient à mouiller le convoi. Il s'agissait de ne pas s'attarder, d'autant que la noirceur du ciel ne laissait rien présager de rassurant. À hauteur d'un petit pont qui enjambait un canal, un violent éclair aveugla les 2 cochers, mains crispées sur les rênes. S'ensuivit un grondement terrible qui fit frémir l'attelage tout entier. À ce bruit, les chevaux, nerveux, frémirent et s'arrêtèrent un bref instant. Amédée, le plus âgé des cochers, secoua la lanière de cuir, relançant le charroi. Les grandes roues grinçaient. Le clappement irrégulier des sabots sur un sol incertain trahissait une inquiétude plus intense à chaque pas. Quelques mètres encore et un second éclair, aussi aveuglant que le premier, produisit le même effet. À nouveau, la déflagration paralysa le carrosse. « Daï, daï !» s'écria Amédée, secouant les rênes. « C'est pas le moment de s'éterniser !»« Eh ouais !» renchérit le second. « Vé, on va se payer l'orage !» Désormais, il s'agissait d'accélérer le train. Les éclairs et le tonnerre continuaient à ébranler le paysage au grand désarroi des infortunés voyageurs. Mais chacun semblait maintenant s'en accommoder, bon gré et mal gré. Tous solidaires face aux éléments déchaînés, ils avançaient en forçant l'allure. Il fallait arriver à Arles avant la nuit. Ils franchirent un virage et attaquèrent une ligne droite. Au bout du chemin, ils arrivaient enfin sur la route d'Arles, plus sûre, en tout cas moins chaotique. La pluie tombait avec rage, c'était pas de la rigolade. Elle était drue, agressive. Elle giflait hommes et bêtes, détrempait tout, n'épargnait rien. Le vent s'était levé brusquement, accentuant la violence de l'averse. Les chevaux avaient aussi peur que leurs cavaliers. Les 4 misérables créatures du bon Dieu se sentaient de plus en plus vulnérables face aux éléments déchaînés. Sous le déluge, en pleine campagne, les chevaux s'arrêtèrent soudain de trotter. Ils ne voulaient plus avancer. « Trop, c'est trop !» devaient-ils se dire dans leur langage de cheval. Les canassons faisaient leur tête de cochon. Comment leur en vouloir à ces pauvres bêtes, lasses, apeurées et trempées jusqu'aux os? Les cochers, quant à eux, ne valaient guère mieux. Ils avaient parcouru une grande quantité de kilomètres, ils étaient fatigués et aussi épouvantés que leurs chevaux sous cette bourrasque de malheur. Ils descendirent de leur siège, chacun de leur côté attrapèrent le harnais de part et d'autre et caressèrent les bêtes en leur prononçant des mots apaisants pour les encourager, pour les rassurer. « Allez, vieille carne, tu vas pas me faire le coup de la panne, lui disait Amédée, la voix teintée d'affection. C'est plus de ton âge. Avance, ma belle, on est presque rendu. L'attelage s'ébranla à contre-cœur. Maintenant, les patachons accompagnaient les chevaux à pied. Leur proche présence remontait un peu leur moral chevalin. La nuit était tombée, opaque, angoissante. Soudain, un grand bruit, qui n'était pas le tonnerre, fit tressaillir les hommes et les chevaux. Dans la tourmente des eaux déchaînées, du feu du ciel et de la fureur du vent, quelque chose venait de tomber en faisant un craquement épouvantable, là, à quelques dizaines de mètres devant eux. « Oh, bonne mère, c'est la fin du monde !» s'écria Romain, le plus jeune. « Si on reste ici, pour sûr, ce sera la fin de nous, » répondit l'autre. « Allons voir ce que c'est, ça nous fera marcher. » Pieds et sabots dans la boue, ils marchaient prudemment. Une grosse branche de platane leur barrait la route. Sous la puissance du vent, elle s'était arrachée, laissant apparaître sous la vive clarté des éclairs une large entaille blanche sur le tronc d'arbre dont l'abondant feuillage était mis à mal. « C'était donc ça, ce bruit épouvantable !» constata Romain. « Encore un peu et elle nous tombait carrément dessus !» Avec énergie, ils dégagèrent la branche, la firent basculer dans la roubine devenue rivière qui longeait un chemin qui n'était que bourbier. Sous le flash d'un éclair, la silhouette d'une haie de microcouliers, aussi haut que séculaire, se profila face à eux. Ils avancèrent dans sa direction. La haie passée, la faible lueur d'une lampe tempête accrochée à la façade d'une bâtisse témoignait d'une présence humaine. Ils furent presque soulagés.
Une auberge! C'est l'auberge de Raphaël! On est sauvés! Lança le plus jeune. Ils attachèrent la bride au piquet d'une clôture et s'approchèrent. Trempés et crottés jusqu'aux os, transis de froid, affamés, exténués, les deux cochers gagnèrent la porte d'entrée. Ils firent tinter la cloche dont la chaîne se balançait sous le vent. Sans attendre de réponse, ils poussèrent le battant. Ils pénétrèrent dans une grande salle au plafond voûté, au milieu duquel était suspendu un candélabre rouillé. Au fond, une grande cheminée dégageait une douce chaleur de ces braises rougeoyantes dont la chaude clarté jouait avec les ombres. À cette heure avancée du soir, les tables, pourtant, étaient vides. Dans un coin de la pièce, un couple était occupé à quelques tâches de tenancier. Il semblait nettoyer des outils. Ça frottait, ça grattait, ça astiquait. Ils étaient trop affairés pour prêter la moindre attention aux silhouettes qui ruisselaient au milieu de la salle. Quelque peu désappointés par un accueil aussi distant, les deux voyageurs avaient presque l'impression de déranger. Amédée s'enhardit à troubler le silence. « Il y a moyen de manger un morceau et de passer la nuit ?»« Une seconde !» répondit le patron d'une voix grave. « Va t'asseoir ! On arrive !»« Ouais, merci. » Ils s'installèrent sur un banc, longeant une table recouverte d'une toile cirée au motif de cretonne, se regardèrent et attendirent patiemment la suite des événements. Le vent et la pluie redoublaient de violence. Le tonnerre n'en finissait pas de son vacarme d'enfer. Les pauvres chevaux se morfondaient seuls dans la nuit, sous l'orage. Indifférents à l'hostilité de la tempête, les tauliers continuaient à briquer leurs ferrailles comme s'ils étaient seuls au monde. Au bout d'un bon quart d'heure, l'aubergiste se leva. Il s'essuya grossièrement les mains à son tablier et s'avança vers les deux voyageurs. « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, mes collègues ? On a faim et on a sommeil et nos chevaux, il faudrait s'en occuper. Ça va, on va vous donner à becqueter, on va rentrer les bourrins et après tout le monde au lit, » conclut le patron avant de tourner les talons. « Mais qu'est-ce que c'est que cette voix de Gaveau ?» murmura Romain. « Tais-toi, il y a la mégère qui nous regarde, » répondit l'aîné. « Et elle tient un couteau. Où c'est qu'on est tombé ?» Presque aussitôt, l'aubergiste revint avec 2 assiettes et une omelette dans un plat. Sa femme lui emboîtait le pas, apportant pain, fromage de chèvre et un pichet d'eau. Elle posa les denrées et leur lança un regard ombrageux avant d'apporter quelques précisions. « Vous voulez coucher, je suppose ?»« Si c'était un effet de votre bonté. »« Bon, alors je vais vous dire. Les chambres du bas, vous pouvez pas les prendre, elles sont en réparation. Alors il faut prendre le couloir. Vous voyez là, au bout, monter l'escalier. Et après prendre l'échelle, c'est en haut, sous le toit. C'est un peu petit, mais vous saurez bien. Mangez pendant que c'est chaud. Et ne vous attardez pas, jeunes gens. Il se fait tard. » Il y eut un bref silence. 3 secondes après, les tenanciers avaient disparu. « Oh, t'as vu comment elle m'a regardé, la vieille carne ?» ronchonna le cadet en mâchant bruyamment. « Qu'est-ce qu'elle s'imagine, la rombière ? Qu'on a l'intention de bouléguer toute la nuit. Pas dit que je vais aller me pieuter, moi, et vite fait. T'as vu son drôle, comme il est fagoté, renchérit l'autre. Qu'épais que non, il s'habille chez Souillon, celui-là-haut. » Le repas avalé et les canifs repliés, les 2 hommes longèrent le couloir au bout duquel se dessinait un escalier en bois. Le couloir n'était pas éclairé, ce qui rendait l'endroit hostile et peu engageant. D'autant qu'au mur était suspendu tout un arsenal d'armes les plus hétéroclites. Dans la faible lueur de la lampe à huile, on pouvait distinguer ici un fusil, là un pistolet, plus loin des sabres, là encore des poignards, des coutelas, des machettes, de quoi vous flanquer une trouille de tous les diables, pensaient les malheureux. À mesure qu'ils montaient prudemment les marches,
S'agrippant à une rampe incertaine, leurs yeux étaient attirés par des ouvertures béantes dans les murs, qui n'étaient que des portes ouvertes sur des chambres inoccupées. Ils étaient les seuls locataires de cette nuit d'orage. Orage qui semblait s'atténuer, bien que le vent continuait à gronder. Ils gravirent enfin l'échelle qui conduisait à une soupente dont l'accès était étroit, les contraignant à ramper pour s'y introduire. Dans ce petit nid douillet, ils remarquèrent que des jambons, saucissons et autres cochonnailles étaient suspendus aux poutres. Après avoir fait brièvement le tour de la pièce d'un geste circulaire avec la lampe à bout de bras, Amédée prit ses marques. L'endroit était rudimentaire. Le mobilier restreint, de lits, quelques couvertures de bure empilées sur un tabouret. Romain trouva son coin, s'y allongea et s'endormit. L'aîné, quant à lui, ne parvenait pas à trouver le sommeil. Cette agitation l'avait un peu contrarié. Il en avait vu d'autres, mais en proie à un orage aussi violent, il se demandait comment les choses se seraient déroulées sans la présence de cette auberge providentielle. Amédée avait la tête à proximité d'un conduit de cheminée. Par une sorte d'écho diffus, le conduit résonnait des bruits du rez-de-chaussée. Il prêta l'oreille à la conversation des aubergistes. Il ne comprenait pas aisément ce qu'ils disaient, mais il parvenait toutefois à reconstituer les phrases à partir des quelques bribes qu'il percevait. Ce n'était pas de la curiosité, mais une sorte de passe-temps, destiné à trouver le sommeil comme d'autres comptaient les moutons. Or, les propos qu'il entendit ne l'engagèrent pas le moins du monde à s'endormir. Il en éprouva une subite inquiétude, accompagnée de sueurs froides. Le mari venait de poser une terrible question à sa femme. « À ton avis, il faut les tuer tous les deux ?» Sa réponse fut catégorique. « Oui, tous les deux. » Puis le voyageur n'entendit plus un mot, plus un bruit, rien, rien que le silence. Le silence et le vent qui inlassablement faisaient trembler la campagne dans une nuit noire comme de l'encre. Le pauvre homme était pétrifié. Il avait soudain des difficultés à respirer. Il tremblait non plus de froid mais de peur. La sentence était effroyable. On venait de les condamner sans jugement, sans raison et sans procès. Pour une erreur peut-être, celle d'avoir pénétré dans une auberge vide. Il comprenait maintenant pourquoi l'endroit était déserté. Et cette nuit d'orage donnait une dimension supplémentaire à ce cauchemar. Complètement démuni, car ayant laissé son équipement au rez-de-chaussée, comment allait-il pouvoir s'opposer à son agresseur? Son jeune ami ronflait tout son sou. Au moins lui, il allait mourir sans se rendre compte de quoi que ce fût. L'aîné n'avait pas le cœur à le réveiller. Les minutes s'écoulaient. Interminable. Il ne se passait rien. Il aurait voulu mourir tout de suite, sans attendre, puisque c'est ainsi que devaient se terminer les choses, ici, dans une auberge du pays d'Arles. Ça ferait 2 lignes dans la gazette, pas plus. Une mort anonyme, pas de quoi bouleverser les foules. Soudain, il entendit un petit craquement. Il distingua une lueur par les fentes de la porte faite de planches grossièrement assemblées. Tremblant de tous ses membres, le voyageur épouvanté se leva et se plaqua contre le conduit de cheminée. Il transpirait et claquait des dents. Il allait trépasser sans avoir eu le temps de prévenir quelqu'un. Non, pensa-t-il, ce serait trop bête de se laisser mourir alors que le destin venait de vous en avertir. Approche, mon gaillard, je saurai bien me défendre. La porte s'ouvrit lentement. C'était l'aubergiste, lampe à huile dans une main et couteau dans l'autre, un couteau qui n'était qu'une lame terrifiante. Il posa la lampe sur le sol, se déchaussa et entra pieds nus dans le réduit où l'un en écrasait et l'autre faisait de l'huile. Au bas de l'échelle, sa femme lui adressait des recommandations à voix basse. « Doucement, doucement, tu vas finir par les réveiller. » Le taulier s'approcha du lit où dormait le jeune voyageur. Il tenait toujours son couteau.
Romain ronflait comme un bienheureux, la gorge offerte, ignorant le drame qui se préparait. L'autre, tétanisé dans un coin du grenier, attendait le moment critique pour bondir sur les épaules de son hôte. Soudain, la main qui tenait le couteau se leva. « Coquin de sort, ça y est, c'en est fini !» pensa Amédée. Mais l'autre main se leva aussi et saisit un des jambons suspendus aux solives. D'un coup sec, la lame trancha la ficelle. L'aubergiste fit demi-tour, marchant sur la pointe des pieds. Il se rechaussa, prit la lampe, se courba pour passer la porte et referma sans faire de bruit. La lueur s'estompa dans l'obscurité et le calme revint. Le jeune dormeur ne s'était aperçu de rien. Une scène d'horreur venait pourtant de se dérouler près de lui. Seul, son infortuné compagnon en avait suivi toutes les étapes. Depuis le terrible verdict jusqu'au dénouement burlesque qui faillit tourner au pugilat à une seconde près. Plongé dans ses réflexions, essuyant du revers de la main les dernières gouttes de sueur, il finit par s'endormir à son tour. Les deux voyageurs dormirent si bien qu'il était près de midi lorsque l'hôtelier vint les tirer de leur profond sommeil. Le temps de se réveiller, de bâiller, de s'étirer, de se lever, de se chausser, ils descendirent l'échelle, puis l'escalier. Après un crochet par les commodités, ils entrèrent dans la grande salle. À nouveau, l'âtre les accueillit de sa chaleur réconfortante. La table était dressée. Quelques appétissantes tranches de jambon cru attendaient d'être dévorées. « Jambon de malheur, tu m'as flanqué une sacrée trouille !» pensa Amédée affamé. La femme entra. Elle tenait magistralement un plat sur lequel trônaient deux magnifiques coquelets, les deux condamnés à mort, dont la terrible sentence résonnait encore dans la mémoire du voyageur un peu honteux. « Toute cette confusion pour deux poulets !» constata-t-il. Heureusement, personne d'autre que lui n'avait été le témoin ni l'acteur de cette regrettable méprise. Il n'y avait donc par conséquent aucune excuse à formuler. La furie de la nuit avait cédé la place au soleil. Le déjeuner avait été fort bon et fort apprécié. Il était temps de repartir. Les chevaux avaient été soignés, ils étaient prêts à reprendre la route vers Arles, en toute quiétude cette fois. L'adresse était bonne et valait un détour, pourvu que l'orage ne fût pas du voyage et n'altérât pas la perception des choses.